Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois une femme d'influence. Elle a créé un magazine féminin en ligne qui, en 3 ans, a réussi à réunir près de 1,4 million de fans. Elle est devenue une référence dans le domaine du développement personnel et de l'empowerment des femmes, en particulier des femmes noires. Les places pour ses conférences s'arrachent. C'est une femme de l'ombre, mais elle a accepté de venir sous les lumières de notre plateau. Elle, c'est Sarah Yakan. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être là parmi nous. Tu es je suis rare dans les médias. Oui. Malgré la présence très très forte de ton magazine en ligne. Pour commencer, je propose à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs de découvrir ton parcours à travers 5 dates que j'ai choisies. Ça te va ? Ok, oui. On est parti, Sarah Yakan en 5 dates. Alors Sarah, quand j'ai préparé l'émission, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des dates précises. Tu es assez secrète sur ta vie. Oui, c'est vrai. vrai. Ta première télé, c'est ça ? Oui, c'est ma première télé. Merci beaucoup de nous faire cet honneur. C'est un plaisir que ce soit à BET en tout cas. Du coup, j'ai dû faire avec les informations que j'avais et faire quelques calculs. Oui. Donc, je pense que tu es née en 1990. Alors, presque. 1989. D'accord, tu es née en 1989, j'y étais presque. Ouais. Donc, tu vas avoir 30 ans cette année. Exactement. Voilà, tu as 29 ans. Oui. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, personnellement, comme personne. Personnellement, non, très peu. Du coup, on sait finalement pas grand-chose de toi. Exactement. Alors, pour commencer, d'où viens-tu ? Alors, où j'ai vécu ? Tu es née en 89, par exemple, tu es née où ? Je suis née à Paris, mais je n'ai pas vécu à Paris. J'ai D'accord. vécu à Évry, donc en banlieue parisienne. D'accord. Je suis d'origine camerounaise et guadeloupéenne. D'accord. C'est ton père qui est camerounais, ta maman qui est guadeloupéenne. Exactement. Oui, D'accord. très bien. Ouais, non, j'ai un peu révisé quand même. Ouais, très bien, c'est ça. Et t'as gardé ça t'a influencé dans ta trajectoire ? Énormément. En tout cas, dans ce que j'ai construit aujourd'hui, ça a influencé le pourquoi, en fait. Le pourquoi j'ai créé ça. Pour les femmes noires, notamment, on en reparlera par la suite. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, du coup, dans ta famille, à part le fait d'être... Tes 2 parents sont afro-caribéens, est-ce qu'il y a des choses qui te prédestinaient à tes activités actuelles de femmes, d'influence, puisque c'est le terme. Est-ce que c'est quelque chose qui était très présent dans ta famille, le rôle des femmes ? Il y a des choses qui Alors, ce qui était présent dans ma famille, c'était plutôt le rôle des communautés noires, en fait, des communautés afro. C'était vraiment ça. Le rôle des femmes, c'est venu après, du coup, en grandissant. Mais d'abord, en tout cas, moi, dans ma famille, ce qu'on m'a appris, c'était vraiment la fierté de soi. À travers quoi ? La culture, la nourriture ? La culture, la nourriture, même les objets qu'on utilise, les poupées noires. D'accord. Tu avais des poupées noires quand tu étais j'avais des poupées noires. Et pourtant, il n'y en avait pas beaucoup avant. Ouais. Là, aujourd'hui, il y en a un peu plus quand même, oui. honnêtement. Mais avant, il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, j'avais déjà tout ça, en fait. D'accord. Donc, ça t'a aidé à te forger un peu. Et vraiment aussi tous les militants noirs qui ont bercé aussi mon enfance. C'était mes héros, en fait. D'accord. Comme qui, par exemple ? Malcolm X. D'accord. Ah, au moins, ces choses sont claires. Ah oui, non, vraiment. C'était lui et puis Martin Luther King aussi. Bien sûr. Thomas Sankara également. D'accord. Thomas Sankara, qui est un héros au Burkina, en fait, qui a renommé la Haute-Volta Burkina Faso et qui s'est insurgé contre les liens coloniaux de la France. Donc voilà, bien. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a construit. Très bien. Alors, j'ai fait un autre calcul. Je pense 2008, tu as eu ton BTS, tu as commencé un BTS en communication. Ah bah, tu sais quoi ? Je me souviens plus de la date. Donc, c'était, on va dire, 2007-2008. Donc, je pense que c'était ça. Alors, à la base, tu voulais faire du journalisme. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Alors, j'ai été face à un problème de financier, du coup, puisque les écoles de journalisme sont assez chères. Oui. Elles sont assez chères. Et donc, je me suis dirigée plutôt vers un BTS communication. D'accord. Donc, qui m'a permis d'avoir un pied quand même dans tout ce qui est communication, médias. D'accord. Et du coup, de connaître un petit peu toutes les stratégies que les médias utilisent, en fait, pour attirer leur clientèle, leur cible. Et donc, moi, ça m'a suffi, en tout cas, au niveau de mon parcours, même si j'aurais voulu aller un peu plus loin dans le journalisme, du coup, pour avoir quelques clés pour savoir encore mieux écrire. Mais honnêtement, je me suis rendu compte que lorsque j'ai fait cette formation, ce BTS, ça m'a suffi pour faire ce que je veux faire aujourd'hui. Parce que tu as appris aussi le management des entreprises, c'est quelque chose que tu n'aurais pas appris en école de journalisme. Exactement. Qui t'a permis d'apprendre des choses qui t'intéressaient. Oui, exactement. Je pense que de toute façon, ce qui est idéal, c'est de faire de la com et ensuite du journalisme. De faire un peu des deux. Ou du marketing, ensuite du journalisme. Faire les deux, en fait. Ça te permet d'avoir une vision plus large. Ouais. Autre calcul, est-ce que tu as été diplômée en 2010 ? Exactement. Super. C'était 2 ans après, ouais.
Et donc, tu t'intéresses toujours à la presse écrite. Oui. Et donc, tu fais des stages dans des magazines, notamment féminins, comme Elle Magazine, Bi Magazine. Oui. Donc, des magazines très, très mainstream. Hein. Oui. Et tu es très observatrice, tu décryptes leurs stratégies, leurs thématiques. Et là, tu as un déclic. Tu constates qu'il y a un type de femme qui est surreprésentée. Exactement, c'est-à-dire c'est les femmes caucasiennes, du coup. Moi, ça ne me dérangeait pas personnellement, honnêtement. Je me suis juste dit que, du coup, il faut peut-être que je crée celui qui va représenter les femmes comme moi, les femmes noires, bon, comme moi. Pas seulement, puisque du coup, je suis un peu claire de peau, on va dire. Donc, tous les types de femmes noires. Tous les types de femmes noires, et surtout celles qui sont un peu moins représentées, qui sont les femmes plus foncées de peau. Et donc, je me suis dit, OK, je vais créer mon propre média. D'accord, ça t'est venu comme ça, tu t'es sentie capable en regardant comment fonctionnaient les magazines mainstream, parce que Elle Magazine, c'est quand même des gros magazines. C'est un gros magazine. Ça t'a inspiré, tu t'es dit... C'est inspirant la façon dont ils ont commencé et la façon dont ils ont réussi à avoir un impact en fait sur les femmes. Et moi, je m'en plaignais pas en fait qu'ils mettaient pas en avant la femme noire. Je me suis juste dit que moi aussi, je peux créer ce type de média qui peut impacter les femmes, pas seulement les femmes noires, mais les femmes, en fait. En général. Ouais, en général. Et donc, j'ai enfin une date certaine, c'est le 8 mars 2015. Ouais, exactement. Donc, le 8 mars, c'est la journée mondiale pour la lutte des femmes, enfin, pour les droits des femmes, pardon. Et c'est le lancement de ta plateforme et de ton magazine qui s'appelle Femmes d'Influence Magazine. Pourquoi ce titre? Alors, lorsque j'ai voulu créer Femmes d'Influence, je me suis dit que qu'est-ce que les femmes ont envie d'avoir aujourd'hui? Et les femmes, elles ont envie d'avoir un certain pouvoir, avoir une certaine liberté financière, professionnelle, personnelle. Et donc, ça, c'était lié en fait à l'influence qu'on peut avoir et l'impact qu'on peut avoir. Et surtout, les femmes, elles ont envie d'avoir un impact positif sur les autres aussi. On a envie tous un peu d'être un certain modèle, pas forcément mondial, mais auprès des personnes que l'on côtoie. Et je me suis dit, voilà, je pars de ça. Je parle de leadership, je parle de pouvoir, je parle d'ambition, je parle d'argent, sans tabou. Donc tout ça, c'est lié à l'influence qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Et donc toi, ta particularité, c'est que tu voulais faire un magazine inclusif, mais qui place les femmes noires au centre comme référent. C'est un positionnement qui est original, qui est un peu à l'inverse de ce qu'on voit habituellement. Ouais, j'ai fait le contraire. Ouais. Ton constat, c'est celui de l'invisibilité des femmes noires dans les magazines, mais... Ouais, et je me suis dit, OK, donc il y a des magazines pour les femmes caucasiennes, mais ils sont pour tout le monde. En tout cas, ils disent qu'ils sont pour tout le monde. Ils se présentent comme des magazines pour tout le monde, mais en réalité, ils mettent en avant... Voilà, et je me suis dit, je vais faire le contraire. D'accord. Donc à partir des femmes noires, tu considères que toutes les femmes noires peuvent s'identifier. Toutes les femmes peuvent s'identifier, mais pourtant, je valorise un type de femme. Et quelque chose qui, pour le coup, peut paraître un peu difficile à réaliser, ça a marché, en fait. C'est-à-dire que toutes les femmes se sont reconnues. Ça prouve que, en fait... c'est pas que le blanc qui peut être la neutralité et que une femme noire aussi peut... toutes les femmes peuvent s'identifier à une femme noire. Ça peut être une référence pour tout le monde. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, du coup, qui ne connaissaient pas Oprah Winfrey. Moi, c'est ce qui m'a choquée, du coup. C'est pas vrai. Moi, c'est ce qui m'a surpris. C'est dingue. C'est ce qui m'a surpris dans ce que j'ai... C'est surprenant, ouais. Non, il y en avait énormément. Du coup, des femmes qui n'étaient pas des femmes noires. Oui. Je pense qu'effectivement... Quand on est noir, c'est difficile. Il n'y en a pas autant de modèles de femmes noires qui réussissent. Exactement, donc on la connaît. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne connaissaient pas Oprah Winfrey. Et donc tu abordes, comme tu l'as dit rapidement, diverses thématiques, la vie personnelle, la carrière notamment, et sans tabou. Donc par exemple, tu abordes très facilement la question de devenir riche, tu vois. Et donc pourquoi le faire? En fait, c'est rare, effectivement, qu'on associe déjà les femmes et la volonté de s'enrichir. C'est ça. Quelque chose qui est perçu comme très masculin. Et en plus, en France, on ne parle pas beaucoup d'argent. Exactement. Donc, comment tu gères en fait pas une contradiction, mais en tout cas cette nouveauté par rapport au discours habituel. Mais tu sais, au début, c'était mal vu. Ouais. Lorsqu'en tout cas, j'ai commencé Femmes d'Influence, lorsque je mettais des articles sur l'argent, c'était très, très mal vu. C'est-à-dire, non, vous mettez que en avant le matériel, il y a d'autres choses. Oui, mais justement, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses sur le site. Mais je pense que cette volonté de devenir riche, je pense que tout le monde a envie, au final, d'avoir une belle vie, d'avoir un certain lifestyle, qu'on puisse être libre. Pas forcément de devenir riche, en fait. C'est avoir une certaine liberté financière. Devenir riche, ça dépend des personnes. Il y en a qui ne veulent pas devenir riches. C'est pas obligatoire. Mais en tout cas, je pense que tout le monde aspire à une certaine liberté financière. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, parce que c'est l'une des façons de, en tout cas, accéder à cette liberté. Très bien. Et tu parles aussi d'un autre sujet très rare, c'est la spiritualité. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Alors pourquoi? Ouais. C'est lié à la cible, tout simplement. C'est-à-dire, déjà, on parle de base des femmes noires ou des femmes inclusives, parce qu'il y a les femmes arabes également. Et on parle du principe que beaucoup d'entre elles, en tout cas, mettent un point d'honneur à ce niveau-là. Et justement, nous, on n'en parle pas d'un point de vue prosélyte, comme on appelle ça, mais plutôt, on va dire que c'est une rubrique comme une autre, en fait. D'accord. C'est dire que ça a la place, qu'il y a beaucoup de femmes noires en France qui sont croyantes, et que ça a une place dans leur vie, donc vous ne faites pas comme si ça n'existait pas. Quoi. Exactement. Parce que donc, vrai on en parle parfois. Et effectivement, ça a beaucoup de succès, en fait, lorsqu'on parle de ce genre de sujet-là. Il n'y a rien sur ça. Exactement. Parce qu'encore une fois, en France, la religion, ce n'est pas un sujet C'est vu comme un tabou. Et ça a été bien reçu. Oui, c'est très bien reçu. Mieux que l'argent, du coup. C'est ça qui est surprenant. Alors, incroyable, en presque 3 ans, tu as presque 1,4 million de personnes qui suivent votre page sur Facebook. Ouais. Quelles sont les raisons du succès? Je pense que c'est savoir se mettre à la place des autres. Ouais, donc l'empathie. Savoir se mettre à leur place, en fait. Et dernière date, avant qu'on passe à la rubrique suivante, septembre 2015, tu fais la une du magazine Amina. Ouais. Donc, superbe une, magnifique. Merci. Amina, pour les gens qui ne savent pas, c'est un grand mensuel africain féminin qui existe depuis plus de 40 ans, presque 50 je crois maintenant, et qui est très populaire en Afrique francophone. Ouais. Quel effet ça t'a fait d'être à la une de ce magazine? J'imagine que tu as de la famille au Cameroun. Oui. Donc ils t'ont vu? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Du coup, c'était la première fois que je me présentais en tant que créatrice de femmes d'influence. Ouais. Et même au niveau de ma famille. D'accord. Donc ils ont découvert en fait ton activité secrète. C'est à ce moment-là. En fait, c'est pour ça que c'est important, cette couverture pour moi. C'est plus parce que ça marque en fait que tout le monde est au courant à ce moment-là. Moi, je suis très secrète dans ma vie. Ouais. Et même en fait, les personnes qui étaient proches de moi n'étaient pas au courant. Donc elles ont découvert. Et comment ça a réagi autour de toi? En fait, tout le monde était surpris dans le sens où tout le monde connaissait la page. Ouais. Donc, tout le monde connaissait le site. Et ils se sont dit, ah ok, d'accord, c'est ma fille qui tient ce site-là. Ma mère, c'est ma fille. Ta mère ne savait pas? Ah, personne ne savait. C'est dingue. Personne ne savait. Et donc, c'est à ce moment-là que tout le monde a découvert. Et maintenant, tout le monde peut dire, Sarah Yakan a créé Femme d'influence en 2015. Voilà. Et on va continuer avec ton actualité. Tout de suite, l'actualité de Sarah Yakan. Alors Sarah, donc au-delà du site et de la plateforme web, depuis quelque temps, tu vas à la rencontre de ton public. Tu as organisé ta première masterclass Femmes d'influence en 2017, il me semble. Voilà. Maintenant, c'est 300 femmes à chaque session que tu organises en France et en Belgique. Oui. Ton travail est centré sur le développement personnel féminin, comme on l'a dit. Tu as une approche très pratique et accessible, contrairement aux magazines classiques qui vont beaucoup dans la psychologie théorique. Quels sont les outils que tu utilises ? Moi, personnellement? Enfin, oui, dans le cadre des masterclass, quels sont les outils qui sont utilisés pour mobiliser les femmes qui viennent? Alors déjà, trouver des bons orateurs. Parce que je peux vous dire qu'en France, c'est pas facile. Ouais. La culture du développement personnel n'est pas encore assez développée en France. Mais quand même, ça se développe assez bien. Donc, c'est vraiment... on choisit des orateurs dans chacun des domaines. Parce que du coup, pour ces masterclass-là, il y avait 4 domaines. Il y avait donc l'argent, il y avait le développement personnel, l'amour et le leadership. D'accord. Et en fait, on utilise des exercices pratiques durant ces masterclass où les filles, en fait, se lèvent, parlent, crient... vraiment des exercices pour débloquer déjà la timidité, parce que honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Et tu reconnais quelqu'un? Oui, j'ai reconnu quelqu'un, j'ai reconnu Florelle, on embrasse fort. Oui, Florelle. Voilà, et en fait, vraiment, il y a des exercices différents. D'accord. Qui permettent aux femmes de vraiment apprendre et vraiment ressortir avec des véritables clés. Parce que finalement, lorsqu'on fait quelque chose d'assez théorique, on prend les informations, on est motivé sur le moment et puis après on oublie. On oublie, d'accord. Ouais, effectivement, là, l'idée c'est qu'elle reparte avec des outils concrets. Ouais, exactement. Tu pratiques un truc que j'ai découvert chez toi qui s'appelle le gossip positif. Yes. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste? Alors, c'est comme ça que j'ai développé Femme d'influence, c'est-à-dire qu'on utilise en fait les informations des célébrités, par exemple, etc. Donc, tout ce qui est les potins de stars. Les potins, les divorces, les mariages, telle sort avec telle personne, etc. Pour en tirer des leçons, en fait. D'accord. Et c'est comme ça qu'on écrit nos articles sur Femmes d'influence. D'accord. Ça veut dire... un exemple, là, par exemple?
Récemment, alors il y a eu par exemple P. Diddy et Cassie qui, du coup, P. Diddy avait mis une photo de Cassie parce qu'ils se sont séparés il n'y a pas longtemps, tout le monde est au courant je pense. Et du coup, il avait mis une photo de Cassie pour dire qu'elle lui manquait, etc. Et elle a mis une photo pour montrer qu'elle avait déjà quelqu'un. Et du coup, on a fait un article dessus pour dire, OK, next, comment passer à autre chose comme Cassie. Donc, tu utilises ce genre de faits divers en relatant pas les faits, mais en montrant aux gens comment ils peuvent les utiliser. On relate les faits et en fait, on analyse comment justement l'utiliser pour toi-même. Donc après la France et la Belgique, tu t'es attaqué à d'autres territoires, enfin après la France hexagonale en tout cas, puisque tu es allé en Martinique, à Haïti, à Dubaï. Comment tu t'es retrouvée là-bas? Du coup, c'est des personnes qui m'ont invitée. D'accord. Pour un peu parler de mon parcours entrepreneurial. Qui est très, très difficile. Ouais. Donc tu parles de ça, des difficultés que tu traverses. Ah oui, parce que en fait, en ce moment, du coup, l'entrepreneuriat, c'est un peu vu comme une mode. C'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut connaître les sacrifices. Ouais. C'est quoi, par exemple? C'est des gens qui nous regardent. Du coup, pendant 2 ans, tu n'es pas capable de véritablement te payer, en fait. C'est-à-dire que tu ne fais pas d'argent, véritablement. Parce que tu dois trouver le moyen, en fait, de faire de l'argent. Même si tu as une communauté, c'est bien d'avoir de l'impact. Mais il faut avoir maintenant l'argent pour ensuite grossir cet impact et finalement développer ton entreprise. Et donc, c'est de tout ça dont j'ai parlé à chaque fois dans ces conférences-là. C'est vraiment de donner des clés aux filles pour leur dire que, OK, l'entrepreneuriat, c'est très bien, ça apporte une certaine liberté, mais c'est très difficile aussi. Ça demande et il y a des charges. Il y a des grosses charges, surtout en France. Voilà. Et donc, du coup, tu fais des conférences, ça cartonne. Maintenant, tu organises carrément des voyages. Le Success Woman Trip. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ça a l'air super cool. Oui, c'était un voyage, donc c'était il y a 3 mois. 2 ou 3 mois. On a fait ça à Dubaï, pour cette fois-là. Et en fait, on propose aux filles de voyager et en même temps du coaching, donc développement personnel, business et des cours d'anglais. D'accord. Donc on a fait ça en partenariat avec une agence qui s'appelle Speak Success. Et c'était où, par exemple? À quel endroit? La dernière fois, c'était à Dubaï. D'accord, OK. La dernière fois, c'était à Dubaï, cette fois-là. La prochaine fois, du coup, on n'est pas sûr de la destination, donc je préfère la garder. Mais en fait, c'est vraiment une immersion dans un pays. Et ensuite, du développement personnel, de l'anglais, ainsi que des cours de business. D'accord. Et ça tous les matins. D'accord, OK. Tous les matins, on était 20. D'accord, super. On était 20. Mais c'est vraiment fatigant. Ouais, j'imagine que ça doit être intense. Ouais, c'était intense, surtout que c'était 10 jours. Ah ouais, c'est long. Donc, il faut vraiment effectivement s'organiser pour consacrer du temps. Exactement. Et on revient avec les clés. On revient motivé. Tu les suis, les femmes, après, sur leur évolution? Oui. Et ça a des résultats étonnants? Oui, surtout, y en a beaucoup qui reviennent à chaque fois aux événements. Du coup, on peut se revoir pour reparler de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que tu as créé en fait, durant ce temps-là. Parce qu'il y en a beaucoup de ces femmes veulent devenir entrepreneurs, en fait. Veulent créer une entreprise, elles ont un projet, mais elles ont peur de se lancer. Et du coup, tu as créé une académie en ligne, ta propre académie en ligne, Femmes d'Influence Academy. Tu as déjà 1200 abonnés. C'est une école en ligne, une vraie école? Alors, c'est une école, c'est une école en ligne. En fait, il y a des formations business. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai voulu créer ça, parce que je me suis dit, OK, j'inspire les femmes, mais moi, je trouve que c'est pas assez suffisant d'inspirer par le média, en fait. C'est-à-dire, c'est pas seulement là. Les gens ne doivent pas être seulement inspirés. Tu dois leur montrer comment tu as fait, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir pour me demander comment tu as fait ton site internet, comment tu as pu créer ta communauté, comment. Mais en fait, il faut leur donner des réponses à ces gens-là. C'est pas seulement se montrer sur Instagram, aller à tel endroit, etc. C'est le résultat d'un long travail. Exactement. Et je pense que c'est important, lorsque les gens demandent comment, de leur répondre, en fait. Et tu as créé aussi une masterclass beauté et empowerment en partenariat avec une grande marque de cosmétiques. Oui. Pourquoi la beauté, l'accent sur la beauté? On s'est rendu compte, en tout cas je me suis rendu compte en créant Femmes d'Influence, que la beauté a une place très importante chez la femme et ça joue même sur sa confiance en elle-même. Et je me suis dit que c'était important. Lorsque Mac nous a contactés, on s'est dit que on pourrait faire une masterclass du coup axée sur la beauté pour des femmes qui peut-être ont du mal à se sentir belles, peut-être qu'elles ont des problèmes de peau, des boutons, peut-être qu'elles ont de l'acné, etc., des taches. Il y a plein de problèmes de peau. Et peut-être que le fait de savoir comment se sublimer, ça va les aider à prendre confiance en fait, en ce qu'elles sont, en leur potentiel.
Et occuper l'espace. Ouais. Et donc prochainement, c'est la grosse actualité, tu vas organiser un événement très attendu qui s'appelle Couple d'influence. Ah oui. Et là, c'est une conférence sur l'amour, les relations et le mariage. Tu as une invitée d'honneur de choix, la célèbre coach américaine Judge Lynn. Exactement. Pourquoi le couple et pourquoi l'amour? Alors, je me suis rendu compte, là encore, c'est chiffré, que l'amour était le sujet qui revenait le plus dans Femmes d'influence. Ça veut dire qu'on va tout poster. Hein. On poste sur l'argent, sur la carrière, sur le développement personnel. Il n'y a aucun sujet qui n'a plus de succès que l'amour. Je pense que les femmes, et même les hommes, lient beaucoup leur réussite à la personne qui les accompagne, en fait, durant ce chemin, en fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a du mal à la trouver. On a du mal à trouver la personne qui nous convient, en fait, tout simplement, qui peut-être convient déjà à nos ambitions, parce que les femmes, aujourd'hui, ont de nouvelles ambitions. Elles veulent aller plus loin, en fait. Et elles donnent du fil à retordre aux hommes, un peu. C'est pas volé. Hein. Ouais, voilà. Elles donnent un peu du fil à retordre. Et vraiment, c'est un besoin aussi de montrer des couples inspirants. D'accord. Enfin, des couples inspirants, des couples noirs inspirants aussi. Peut-être qu'il n'y en a pas assez en France. Non, il y en a beaucoup parce que justement, lorsqu'on demandait, quand on recherchait les couples, parce que c'était dur, on recherchait les couples et on demandait quels sont les couples qui vous inspirent. On nous sortait que des couples américains. Ouais, les Obama. Exactement. Voilà. Beyoncé, Jay-Z, Obama, etc., etc. Et ouais, mais des couples en France, en fait, on parle. Parce qu'on ne va pas inviter que des couples américains. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à se sentir bien dans un couple, s'ils en ont envie. Se sentir bien, pouvoir se séparer des personnes toxiques dans leur vie et avoir des clés aussi pour faire perdurer peut-être leur relation. Voilà. Bah, ça promet. Donc, Couple d'influence, l'émission est enregistrée. Donc, je pense que ce sera passé au moment où ce sera diffusé. Donc, super après-midi, j'imagine que tu auras passé au moment où on sera diffusé, où les gens nous regarderont. Mais ça a vocation à revenir tous les ans, c'est ça? Exactement. Donc, si vous l'avez loupé cette année, l'année prochaine. En 2020. Rendez-vous l'année prochaine, c'est ça. Et bien, tout de suite, ça va être l'heure de la fin de l'émission bientôt, mais je vais te faire passer un petit questionnaire que je réserve à tous mes invités. OK. Tout de suite, le questionnaire pivot. Sarah Yukan, tu es donc une femme qui maîtrise l'impact des mots. Hein. Cet exercice est donc tout désigné pour toi. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, présentateur phare d'une émission qui s'appelait Apostrophe, qu'il a animée entre les années 70 et 2000, et Bouillon de culture, donc les deux dans cette période-là, où se bousculaient toutes les lignes culturelles de l'époque, de France et d'ailleurs. Ce questionnaire a été adapté du questionnaire de Marcel Proust, l'écrivain. Il a même traversé l'Atlantique, puisque d'immenses acteurs s'y sont prêtés, comme Al Pacino et Robert De Niro. Ah oui, OK. Est-ce que tu es prête à t'y soumettre, Sarah? Oui. Oui. Eh bien, on va commencer tout de suite. Quel est ton mot préféré? Je vais dire pouvoir. Autant le verbe que le nom, d'ailleurs. Ah, très bien. Très, très bien. Quel est le mot que tu détestes? Ah, c'est dur, là. Bah, un mot que je vois souvent sur Twitter, malaisant. Ouais. J'aime pas trop. C'est du québécois, je crois. Il me semblait que ça se disait pas en français. Non, donc... pas en français de France, mais du coup, voilà. J'aime pas on l'a adopté. Ouais, j'aime pas trop. Quel est ton plat préféré? Ah, facile, le mafé. Ah. Ouais, j'adore. Donc c'est du riz avec une sauce arachide. Avec une sauce d'arachide. Ouais. Afrique de l'Ouest. Ouais. Quel est le son, le bruit que tu aimes? Ça peut être de la musique? Ouais. Le gospel. Le gospel. Ouais, ça me met de bonne humeur. Direct. Musique et spiritualité. Exactement. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Les chaussures qui couinent. Ouais, j'aime pas. C'est pas très élégant, tu as raison. Quel est ton juron, ton gros mot ou ton blasphème favori? Ah, alors je dis pas de gros mots. C'est bien. Mais ouais, c'est très très rare. Par contre, il y en a un que je dis plus pour rigoler, c'est MERDE. Voilà. Bon, d'accord. C'est un classique. Hein. Ouais, voilà. S'il devait y avoir un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Ah bah, je l'ai dit au début, Malcolm X. Quoique j'hésite avec Christiane Taubira quand même. Ah, Christiane Taubira est souvent citée ici. En plus, c'est une femme et en plus, c'est une femme d'influence. Ouais, c'est une femme d'influence. Donc, je vais dire Christiane Taubira. Et puis, elle est française. Et c'est ça surtout. Voilà. Elle est française. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Ah, je dirais travailler dans les pompes funèbres.
Ah, c'est vrai que Heureusement qu'ils sont là. Hein. Ouais, mais on en a besoin. Par contre, je ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire, même si je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas. Impossible. C'est pas drôle. Alors, la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Ah, c'est un peu bizarre, je dirais fourmi. Ça compte comme un animal? Bah oui, c'est un animal. Ouais, bon, alors, ouais. Parce que ça travaille dur, c'est Parce ça? que, ouais, oui, ça travaille dur, ça travaille ensemble, surtout, et c'est pas la lumière qu'elles recherchent, c'est faire grossir leur... C'est vrai que c'est très humble, une fourmi. Exactement, c'est plus dans le... elles veulent vraiment faire développer leur fourmilière. Ouais, c'est bien, mais ça correspond bien à ce que tu disais au départ. Ouais. Et enfin, si Dieu existe, mais je sais que pour toi, c'est pas une hypothèse, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Ah, c'est une bonne question, ça. Je dirais que j'aimerais bien qu'ils me disent que je suis fière de toi parce que tu as accompli la mission que je t'ai donnée. Très, très belle fin. Et ben, ça te donne toute l'amplitude pour effectuer ta mission. Merci beaucoup, Sarah Yakan. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bah, c'était un plaisir de te recevoir. Pour moi aussi. Bonne continuation avec Femmes d'influence. Tiens-nous au courant des prochaines conférences, des prochains projets il y en aura humaines. d'autres. BET Talk, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel ou une nouvelle invitée. D'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!